Bonjour à tous. Christian Tremblay, au nom du réseau Tara au Québec. Nous allons entendre encore une minute afin que le plus grand nombre de gens possible puissent être avec nous. Alors, à très bientôt. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième et dernière conférence pour le mois d'octobre 2001. Nous avons déjà 16 autres conférences derrière nous. C'est la 17e. Alors, pour ceux qui se sont déjà joints à nous, re-bienvenue. Pour les nouveaux, je suis heureux de vous voir, afin qu'on puisse ensemble cheminer. C'est pour ça qu'on va faire un petit rappel dès le départ pour les deux premières conférences qui sont liées à celle que nous présentons aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, le thème, c'est « Urgence, créer un nouveau monde, découvrir et initier un paradigme mondial ». Rien de moins. Mais effectivement, je dis rien de moins parce que nous sommes dans cette période de changement que j'appelle, c'est mon interprétation radicale, afin que nous puissions entrer dans l'ère du Verseau, avec les valeurs de l'ère du Verseau, c'est-à-dire de fraternité, de synthèse, avec une nouvelle énergie qu'on va voir, qu'on appelle volonté, et enfin également avec ce souci de considérer l'humanité comme étant cette unité dans la diversité qui nous permettra d'agir collectivement, comme on va le voir aujourd'hui. Alors, nous avons déjà eu deux conférences, comme je le mentionnais. Alors, je voudrais faire un bref retour, mais auparavant, pour vous dire comment nous allons fonctionner, un peu comme d'habitude, nous allons arrêter pour des périodes de questions. Par contre, comme la conférence est toujours en 3 sections, mais nous allons nous arrêter que 2 fois, c'est-à-dire en milieu de cette présentation et à la fin. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir évidemment de vous répondre et on prendra un petit moment d'arrêt pour qu'on puisse tous se détendre un peu puisque la conférence est autour de 1h, 1h30, comme d'habitude. Alors, revenons rapidement à ce que l'on vous a déjà dit depuis le début octobre. Alors, la première conférence du 3 octobre avait pour titre « Un nouveau paradigme » et c'était effectivement l'établissement de cette urgence qu'on voulait démontrer. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'un nouveau paradigme est inévitable et qu'il est urgent de le manifester, faisant en sorte que nous allons créer une culture spirituelle, nous amenant à une civilisation spirituelle, donc basée sur l'âme. C'est l'âme qui sera le sujet de recherche, c'est l'âme sur laquelle nous allons nous baser, l'âme qui est notre propre conscience de vie et qui sera découverte et aussi évidemment bien comprise par l'ensemble de l'humanité. Ça suppose évidemment de découvrir la réalité. C'est ce qu'on appelle derrière ce qui se cache dans ce qu'on appelle la personnalité. Alors, cette conférence nous indiquait que chacun a à faire une démarche pour trouver cette réalité-là. Donc, il y en a qui l'ont déjà fait. On peut les appeler les disciples, les initiés, les penseurs, les intuitifs. Effectivement, dans le cadre de l'évolution, nous sommes tous en démarche et cette démarche-là, c'est de bien comprendre qui nous sommes, une âme en incarnation. Et dans la mesure où nous sommes en contact avec cette âme, c'est-à-dire d'avoir fait en sorte que notre personnalité soit au service de l'âme, nous devenons par le fait même intuitifs, c'est-à-dire nous recevons l'information de l'âme qui est notre moteur, notre conscience et qui nous apporte des pensées élevées, qu'on appelle des pensées, et par intuition, nous invite à continuer la démarche d'évolution qui nous permet de gravir les échelons d'étape en étape, ce que, selon l'approche ésotérique, s'appelle les initiations, et aboutir à être ce qu'on appelle un maître, c'est-à-dire d'avoir complété notre évolution sur Terre, ce que certains ont déjà fait et dont on va parler quand on parle des maîtres de sagesse. Alors, ces penseurs-là dont je parle ont permis, évidemment, au processus d'évolution de bien se comprendre. C'est ce qu'on appelle
un processus mondial qui rejoint tous et chacun d'entre nous. À la conférence du 17 octobre, évidemment, je vous parle rapidement de ce qu'on a déjà dit. Je vous invite pour ceux qui s'intéressent, de revoir ces conférences-là, de les réentendre. Ils sont sur Facebook et également sur YouTube. Par notre site partageinternational.ca, vous avez les références qui vous amènent à l'une ou l'autre de ces conférences. Alors maintenant, pour ce qui est du 17 octobre, nous avons particulièrement regardé ce qui nous empêche de voir la réalité. C'est ce qu'on appelle les mirages. Les mirages, ce sont ceux qui nous bloquent, si on veut, dans la démarche évolutionnaire que nous faisons tous. Alors, il y en a beaucoup, et pour les comprendre, il est utile de connaître ces types d'énergie, et selon les types d'énergie sur lesquels nous sommes, nous pouvons comprendre quels sont nos obstacles, c'est-à-dire les défauts des types d'énergie que nous avons, autant sur le corps physique, le corps émotif qu'on appelle le corps astral, le corps mental, la personnalité et l'âme. Alors, l'âme, chacun a un type d'énergie, peut-être semblable, peut-être différent, mais c'est une façon de se connaître et de voir les qualités et les défauts étant ceux que l'on doit renverser pour les transmuer en qualité. Alors, c'est une façon de connaître ces mirages, mais il y a aussi des mirages mondiaux qu'il faut connaître et qui nous touchent tous. Alors, nous avions identifié il y a 15 jours, à la deuxième conférence, les 5 grands mirages mondiaux que je renomme, qui est le matérialisme, le mirage du sentiment, de la dévotion, des paires d'opposés, du sentier, et celui qui est sous-jacent à tout ça, le mirage de la peur. Alors, je ne reprends pas les définitions de ces mirages, je vous invite à revenir à la conférence le cas échéant, mais probablement que vous les avez déjà en tête. Alors, actuellement, dans l'état actuel de l'humanité, la personnalité domine, voulant dire que ce n'est pas l'âme qui domine nos actions en tous les milieux, mais c'est notre personnalité. Notre personnalité est composée d'un corps physique, d'un corps émotif et d'un corps mental. Et le corps émotif, à l'intérieur de cette personnalité-là, c'est celui qui actuellement domine l'humanité. Donc, l'humanité est à ce stade d'évolution. Elle est polarisée, si on veut, astralement au niveau des émotions. Donc, la démarche dans laquelle nous sommes et que nous devons passer, c'est de nous polariser au niveau mental et par la suite, cette personnalité-là intégrer les 3 corps dont je viens de vous parler, physique, émotif et mental, soit effectivement sous la gouverne de l'âme, c'est-à-dire prenant conscience quelle doit être cette personnalité au service de l'âme. Alors, la démarche, elle est simple à dire, mais elle constitue des étapes qui se réalisent sur de nombreuses vies. Mais il est utile de savoir où nous sommes présentement. Alors, donc, il y a un certain nombre, nous tendons vers la polarisation mentale, c'est bien sûr, beaucoup l'ont atteint, mais on parle évidemment de la majorité. Alors, derrière ces mirages dont on parle se trouve la réalité. Donc, une fois que l'on aura dissipé ces mirages-là, et effectivement, nous avons vu comment dissiper ces mirages afin d'arriver à comprendre qu'il y a également des mirages mondiaux, donc, que je viens de nommer, et en travaillant en groupe, qui est la nouvelle façon de faire, dans l'âge du Verseau, faisant partie des énergies de synthèse propres à l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, nous pourrons réaliser en groupe dissiper ce mirage ou ces mirages mondiaux qu'on vient de nommer. Et c'est une étape essentielle puisque, effectivement, il faut enlever les obstacles au développement, autant les nôtres que le développement de l'humanité entière, et qui est évidemment notre premier souci en s'incarnant, c'est de servir l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire de connaître le plan voulant dire de ceux qui, de l'autre côté, qui sont rendus au niveau des maîtres, ont établi, nous proposent, et avec lesquels, puisqu'ils se présenteront bientôt, on le verra, avec lesquels nous allons pouvoir, évidemment, franchir ces étapes-là dont on parle particulièrement. Mais entre-temps, il est important de réaliser cela pour que nous fassions cette première démarche qui permettra effectivement au maître de se présenter et effectivement par la suite, avec notre accord, utilisant notre libre arbitre, nous pourrons être d'accord pour travailler à ces derniers.
Donc, pour ce faire, en réalisant que nous sommes dans une démarche de prise de conscience de l'âme et des valeurs spirituelles, ce qu'on appelle la sagesse éternelle, les enseignements de la sagesse éternelle, on pourra effectivement renouveler l'éducation apportée à l'ensemble des jeunes à tous les niveaux, ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu la dernière fois, de relier la science, donc la science des démarches que nous faisons actuellement, qui nous font découvrir plein de choses, avec la sagesse. Donc, relier la sagesse ancienne, la sagesse des enseignements universels, et relier le tout pour que l'éducation soit déjà renouvelée dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau monde que nous croyons être désormais celui dans lequel nous devons vivre et vers lequel nous tendons. Donc, agir collectivement dans ce renouveau. Alors, ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui, c'est comment se concrétise tout ce que je viens de dire dans le concret, dans cette réalité du monde dans lequel nous vivons. Parce que même si nous souhaitons effectivement changer du tout au tout maintenant, le contexte est là et on peut comprendre qu'il y a des obstacles à ce chemin-là. Alors, d'où le fait que j'ai bien voulu maintenant, en terminant ces 3 conférences, montrer dans quel contexte nous sommes. Est-ce qu'il y a possibilité de nous faire agir maintenant pour que ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire de créer une civilisation spirituelle, c'est-à-dire une civilisation qui a pour but d'évoluer dans l'harmonie, dans l'amour partagé et dans la volonté de nous développer à tous les niveaux, ayant réglé évidemment les problèmes de base d'une éducation pour tous, d'une santé pour tous, et effectivement dans l'harmonie et la paix. C'est le but de chacun, c'est bien sûr pour nous autant que pour l'humanité entière. Nous savons que nous ne sommes pas dans cette démarche-là, nous sommes dans une démarche chaotique de polarisation, qui est le propre de ce qui se passe et qui est dans le fond non souhaité, mais prévu, pour que l'humanité fasse le pas qu'elle doit faire. Alors, l'énergie qui nous est donnée et qui arrive entre autres par l'énergie de l'ère du Verseau, qui est une énergie de synthèse, c'est une énergie de fraternité et une énergie d'amour aussi, nous porte à être ce que vraiment nous sommes. Donc, nous entraîne vers notre propre démarche. Alors, si elle est déjà très favorable, nous serons de plus en plus enclins à nous développer plus rapidement. Par contre, ça a aussi, puisque l'énergie est neutre, un effet différent pour ceux qui sont dans une démarche, par exemple, d'égoïsme ou d'individualisme, de l'être encore davantage, avec les valeurs propres à chacun. On le verra. Alors, cette polarisation-là a pour but d'éviter que nous restions dans une sorte d'indifférence. Nous devons prendre la décision de choisir entre la personnalité et l'âme. Personnalité voulant dire celle qui se regarde elle-même, très individualiste, donc probablement très égoïste aussi, et qui ne regarde pas l'ensemble du bien de l'humanité dans la propre démarche, tandis que celle du cœur, de l'âme, inspirée par l'âme et les valeurs évidemment d'amour et de partage, d'arriver à créer une harmonie que nous souhaitons tous. Nous sommes dans ce contexte-là. Et pour que l'énergie bascule en faveur de l'évolution, donc de la spiritualité, nous devons agir. Alors voilà, à la fin, à la 3e partie de notre conférence, nous verrons comment on peut le faire dans le contexte dans lequel nous vivons présentement. Alors, le principe de base, si je reviens au titre de notre première partie qui s'appelle « Conscience, travail de groupe avec l'énergie de volonté libérée ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie de volonté d'abord? Alors, c'est effectivement une énergie qui constitue être une des parties de ce qu'on appelle la triade spirituelle. Alors, rapidement, la triade spirituelle est composée de 3 types d'énergie qui sont les 3 aspects de la divinité en ce qui nous concerne. Donc, l'intelligence active, l'adaptabilité, qui est une partie de cette triade. La deuxième, c'est l'amour-sagesse. Et la troisième, la puissance, la volonté. L'humanité travaille depuis le début de son évolution avec la première partie de cette
énergie-là, qu'on appelle l'intelligence, elle s'est développée. Et maintenant, on est dans une démarche, la deuxième, où on a intégré ou commence à intégrer l'ouverture de cœur. Nous transmuons l'énergie, le désir propre à ce qu'on appelle le corps émotif, vers une énergie d'amour qui est le propre de l'amour-sagesse dont on parle. Mais maintenant, la troisième partie qu'on appelle volonté est accessible puisque nous sommes dans une démarche d'ouverture de cœur. Tant que le cœur n'est pas ouvert pour chacun, quel que soit le niveau où nous sommes, il n'y a pas possibilité d'atteindre ce troisième type d'énergie qui est très important, la volonté, qui nous permettra d'agir comme nous le souhaitons maintenant et qui est la base de ce qu'on va mentionner maintenant. Donc, l'homme débute cette ouverture de cœur, nous en sommes là, et dans une démarche invocatoire, voulant dire invoquer l'âme, l'énergie de l'âme, puisque nous désirons avoir ce rapprochement-là avec l'âme. Donc, l'aspect invocatoire de notre vie est en train de se développer. Donc, le moyen, voilà le principe, la volonté. Le troisième aspect qui est maintenant ouvert, c'est ce qu'on appelle libéré, dans le sens que ceux qui qui, au niveau de la hiérarchie ou de ce qu'on appelle Shambhala, portent le plan d'évolution de la planète, c'est-à-dire sont les représentants du logos planétaire. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas ce que je veux dire quand on parle de logos planétaire, c'est l'être dont le corps de manifestation est la planète, qui voit l'évolution de la planète. Il est entouré de gens, donc le logos planétaire a avec lui des gens très évolués. Évidemment, on parle de maîtres encore et plus que maîtres, des gens qui sont rendus à une étape beaucoup plus élevée et qui travaillent avec la hiérarchie. La hiérarchie, c'est constitué du groupe de maîtres, donc ceux qui ont atteint le développement complet, ce que nous allons atteindre tous un jour ou l'autre, et dont certains reviendront vivre avec nous. Alors, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Alors, donc, ces maîtres-là reprendront, et déjà certains l'ont fait, c'est-à-dire reviennent dans un corps physique qu'ils construisent, avec lequel ils pourront vivre avec nous pendant tout l'ère du Verseau. Alors, je reviens à la hiérarchie. Shambhala, qui détient les clés de cette énergie de volonté, la transmettre à la hiérarchie qui, travaillant avec l'humanité, rend cette énergie-là possible à ceux qui sont dans la démarche d'ouverture de cœur dont je parle. Ça permettra, cette volonté-là, qui est l'énergie du premier rayon, puisqu'on a parlé de 7 rayons, le premier qui est la volonté, d'être actif avec le rayon qui correspond à celui de l'ère du Verseau. Le rayon de l'ère du Verseau, c'est le 7e, c'est le rayon de l'ordre, de la réflexion, de l'organisation. Ce rayon-là est propre à un changement important. C'est ce que nous faisons maintenant dans le cadre d'une nouvelle civilisation carrément différente, basée sur les valeurs spirituelles dont je parlais tout à l'heure. Donc, le premier rayon, le premier type d'énergie avec le 7e, un autre type d'énergie, ensemble, vont constituer une force considérable qui est maintenant accessible et qu'il faut réaliser pour pouvoir en bénéficier en invoquant ces énergies-là dans notre quotidien et évidemment au niveau planétaire par la suite. Lorsqu'on parle de l'ouverture du cœur, on parle d'une pleine manifestation de l'énergie de bonne volonté, de la volonté de bien, qui est là pour concrétiser cette partie aimante qui nous caractérise, qui est le propre de l'énergie de l'âme, par définition. C'est une volonté de bien, mais c'est aussi une volonté de vérité, de connaître effectivement qui nous sommes et quelle est la véritable réalité qui se cache derrière nos mirages et nos illusions. Et également une volonté de beauté, de voir vraiment le monde sous l'angle de ce que nous sommes vraiment, à savoir effectivement une réalité belle, dans le sens qui correspond à ce qu'on appelle la beauté divine. C'est carrément ça, puisque nous sommes tous, par définition, des êtres divins. Par l'intuition que nous avons développée en contact avec l'âme, nous arrivons à une perception juste de cette vérité et de cette réalité-là dans laquelle nous entrons. Et on pourra voir qu'il se trouve que l'on a atteint une lumière dans cette démarche-là. Une lumière apparaît. Une lumière
qui tôt ou tard va se concrétiser ou se manifester d'une façon plus claire dans la tête. À titre d'exemple, lorsque nous méditons pour être en contact avec l'âme, nous maintenons notre attention par le mental dans la tête et avec le temps, peut s'ouvrir cette lumière dans la tête que nous voyons visible. Et de cette lumière-là, on atteindra ce qu'on a déjà mentionné, être le contact avec la monade. Alors, l'âme est un intermédiaire entre la personnalité et l'étincelle divine qui caractérise, par laquelle nous avons accès. Et c'est à la monade que se trouvent les trois aspects divins dont on a parlé tout à l'heure, l'intelligence, l'amour et la volonté. Nous atteindrons donc cette fusion, plusieurs fusions. Alors, quand on parle au niveau de l'humanité, ce que l'on dira, c'est que le cœur, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et le mental de l'humanité seront vitalisés dans la démarche rapide dont je viens de faire la synthèse. Ça nous permettra, si on parle du cerveau, d'une part, d'avoir développé les instructions, l'intelligence de tous et chacun par une nouvelle éducation, on en a parlé. C'est en train de se faire. C'est ce que nous souhaitons, ce changement-là. Ensuite, au niveau du cœur, ça nous permettra de développer la coopération entre nous, le partage, également ce qu'on appelle l'amour de groupe, puisque maintenant, comme je l'ai mentionné il y a un instant, nous allons travailler dans une conscience de groupe où effectivement cette énergie-là sera mise en commun de chacun pour atteindre cette inspiration, cette intuition de groupe qui sera propre à la démarche. Et enfin, par le mental vitalisé, c'est là que va se concrétiser la synthèse, le travail de groupe et la compréhension du plan dont je parlais, toujours par inspiration que nous pouvons avoir par notre propre contact avec notre âme et par la démarche de groupe par laquelle nous atteindrons une lumière plus grande. Cette lumière-là, c'est la lumière de l'inspiration, de l'intuition, qui va caractériser évidemment l'action qui va suivre cette inspiration-là. Donc, trois états de conscience qui seront fusionnés, d'abord au niveau de l'individu, au niveau du citoyen dont on a parlé à la dernière conférence, une citoyenneté universelle, planétaire, dont on prendra conscience, et enfin, d'être dans une démarche idéaliste qui nous permettra de concrétiser les idéaux de changement que l'on souhaite et par laquelle nous allons évidemment agir afin qu'ils se réalisent. Alors donc, il y aura un intérêt croissant à cette nouvelle conscience pour le bien commun. Alors, c'est ce que nous allons réaliser bientôt. Voilà la fin de la première partie. C'est, dans le fond, établir la situation, un peu celle que nous avons déjà mentionnée et qui permet de comprendre que c'est une démarche inéluctable et que plus nous sommes conscients de cette démarche-là, plus nous allons pouvoir agir en conséquence et surtout de réaliser que tous et chacun a une valeur importante. La contribution de tous et chacun à ce renouveau est important. Il n'y a pas de geste moins important ou plus important que d'autres. C'est l'action de groupe, de plusieurs groupes qui vont permettre les changements en question. Et c'est déjà fait d'une certaine façon. On va le voir plus particulièrement dans la troisième partie de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, ce que nous voulons maintenant dire dans la deuxième partie, que je nomme comprendre, utiliser l'énergie des centres planétaires vers une nouvelle culture. Alors, je parlais d'énergie tout à l'heure en parlant qu'il y a trois facettes de la triade et que maintenant, l'énergie de volonté, qui est l'aspect du type d'énergie qu'on appelle la puissance de la volonté, est désormais accessible, puisque cela se fera, cette captation de cette énergie-là se fera en groupe. Alors, voilà un type d'énergie important à réaliser et à bénéficier en travaillant de cette façon-là. Les maîtres, la hiérarchie s'incarne, c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs maîtres qui reviennent comme c'était prévu, comme Alice Bailey dans son livre « Le retour du Christ » l'avait mentionné. Il y a maintenant 15 maîtres qui sont dans un corps physique, qui travaillent déjà avec beaucoup de gens qui les connaissent
ou qui sont inspirés par eux sans nécessairement en être conscients, mais qui agissent en fonction du renouveau que l'on souhaite, ce nouveau paradigme-là dont on parle, que certains proposent. C'est ce qu'on appelle les idéalistes, qui nous permettent de comprendre qu'il y a des idéaux qu'on peut atteindre, d'abord de les connaître et de faire une démarche pour les atteindre. Cette énergie-là, de ces maîtres-là, ils sont dans quelques villes qu'on connaît, et ça va devenir, par leur présence et par le fait que certains types d'énergie propres aux villes où se trouvent ces maîtres-là vont permettre un rayonnement planétaire de l'énergie concernée. Alors, c'est intéressant de savoir quel type d'énergie est maintenant disponible et où, afin de pouvoir en profiter, d'abord le connaître et pouvoir en profiter. Je parlais d'une énergie propre à l'âme qui nous caractérise. Cette énergie-là est la même d'une vie à une autre, comme on le sait déjà. Alors, actuellement, on peut tenter par une démarche, et ça a déjà fait l'objet d'une conférence, ça fait l'objet également de textes que je vous ai mis sur notre site partageinternational.ca qui vous permet d'arriver à connaître par votre propre démarche le type d'énergie de votre âme et de, effectivement, mettre en action cette énergie-là qui est propre à ce que vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez réaliser que votre démarche est plus facile puisque vous allez dans le sens d'énergie qui vous caractérise et que vous connaissez sans doute puisque lorsque vous vous êtes incarné, vous avez réalisé, vous avez choisi les autres types d'énergie sur vos propres cœurs en harmonie avec celle de votre âme pour faire les expériences que vous avez décidé de faire, prenant pour acquis que ça nous permettra d'atteindre une autre étape. Je referme cette parenthèse-là pour vous dire que toutes les énergies sont intéressantes à connaître. Nous savons qu'il y a 7 types d'énergie, que nous soyons sur un type ou sur un autre, nous pouvons profiter de ce qu'il y a présentement de disponible. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vous indiquer un peu ce qu'il y en est aujourd'hui, et principalement par le fait de la présence active des maîtres de sagesse qui s'incarnent, qui continuent à inspirer l'humanité d'une façon générale, c'est bien sûr, mais là, d'une façon plus différente, en revenant vivre avec nous, en ayant des contacts directs avec l'humanité. Et en bout de piste, l'humanité et la hiérarchie fusionneront de plus en plus en étant connus et en travaillant ensemble. Alors, c'est ce qu'on appelle finalement le tangible qu'on connaît bien, l'humanité que nous avons contribué à développer, avec l'intangible. Quand je dis l'intangible, c'est quelque chose d'invisible, soit la présence d'ailleurs, d'énergie ailleurs, des maîtres qui agissaient dans les visibles et qui deviennent visibles. Donc, on reliera, comme je l'ai déjà mentionné, l'intangible et le tangible, l'objectif et le subjectif ensemble dans une démarche, évidemment, qui sera encore plus rapide. Et de sorte qu'à la fin de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, l'humanité aura fait un saut presque quantique, c'est mon terme, puisque les maîtres seront là tout le temps, pendant toute cette période-là, pour nous enseigner et avec lesquels nous allons évidemment bâtir une nouvelle civilisation que j'appelle spirituelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mentionné dans les livres d'Alice Bailey. Le terme revient à une civilisation spirituelle. Alors, quels sont les types d'énergie? Alors, on parle de 5 villes. Je vais en parler rapidement. Londres, New York, Tokyo, Genève et Darjeeling. Il y a d'autres villes où se trouvent les maîtres, mais particulièrement ces 5 villes-là sont mentionnées dans le livre d'Alice Bailey qui s'appelle « La destinée des nations ». À la fin, je vous présenterai une fiche indiquant les sources qui m'ont permis de préparer la conférence d'aujourd'hui. Et entre autres, il y a ce livre-là, « La destinée des nations ». Par exemple, il y a une autre ville qui n'est pas nommée dans les 5, qui est Rome. Et on sait aujourd'hui que c'est à Rome que vit le maître, qui était Jésus, réincarné, et qui se trouve maintenant à Rome. Mais mettons ça de côté pour le moment, revenons aux 5 villes en question. Alors, commençons par
le principe. C'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, nous avons une âme et l'humanité a aussi une âme. Une âme, on dit l'âme de l'humanité. Et cette âme de l'humanité est à connaître et à, évidemment, faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Sur quel type d'énergie est cette humanité-là? C'est à nous de le découvrir. Alors, l'humanité, comme les nations, ont une énergie qui correspond à leur âme et aussi une énergie qui correspond à leur personnalité. Alors, c'est vrai pour les individus qui ont 5 types d'énergie, puisqu'il y a aussi le corps mental, le corps astral et le corps physique. Mais lorsqu'on parle de pays, lorsqu'on parle d'humanité, lorsqu'on parle de ville, on se limite à 2 types d'énergie, personnalité et âme. Les villes, donc, peuvent avoir un type d'énergie différent de celui du pays dans lequel ils se trouvent. Alors, prenons l'exemple de Londres. L'énergie de la personnalité de la ville de Londres, c'est le premier rayon, c'est-à-dire le rayon de la volonté dont on parle. Ce n'est pas un hasard que cette ville soit évidemment importante dans la démarche actuelle de l'humanité. Et le rayon de l'âme de Londres, c'est le 5e rayon, c'est-à-dire de la connaissance concrète. Si on compare avec le rayon du pays qui est l'Angleterre, le Royaume-Uni, au niveau de la personnalité, c'est le même type de rayon, c'est-à-dire la volonté, le premier rayon. Et cependant, pour ce qui est de l'âme, c'est le 2e rayon, l'amour-sagesse. Alors, il y a une ressemblance au niveau de la personnalité, c'est le premier rayon entre la ville et le pays. Donc, la nation s'oriente, et c'est très important, en fonction de son type d'énergie de l'âme. Pour le moment, la plupart, autant des villes que des pays, sont plus maintenant dans l'énergie de leur personnalité. Certains sont rendus un peu plus loin, sont rendus, c'est-à-dire à développer l'énergie de l'âme et l'énergie de la personnalité, comme pour l'être humain, pour les individus, devient au service de l'énergie de l'âme qui doit être, en bout de piste, dominant et permettant l'épanouissement complet de l'âme de la région, du pays ou de la ville concernée. Alors, l'humanité doit regarder sa propre âme, la découvrir ensemble et réaliser évidemment les qualités dont je viens de parler. Alors, si je reprends avec Londres, et là, je vais aller plus rapidement pour parler des 5 villes concernées, c'est le premier rayon, qui est le rayon de la personnalité, et c'est ça qui est maintenant en cours. Je vous rappelle qu'à Londres, c'est là que vit actuellement Maitreya. Maitreya qui est le maître des maîtres, celui qui est à la tête de la hiérarchie dont on a parlé. C'est là qu'il s'est rendu en créant son corps ou en se rendant visible dans un corps physique depuis 1977. Évidemment, c'est son lieu de résidence, mais comme on sait, les maîtres peuvent se rendre n'importe où facilement. C'est à eux, et ils le font évidemment pour aider l'ensemble de l'humanité. Mais par l'énergie de Maitreya, rayonne également Londres de façon plus importante, et particulièrement pour ce rayon, du premier rayon, l'expression de volonté. C'est là, évidemment, que va s'épanouir l'énergie de synthèse, la loi de synthèse, qui permettant l'inclusivité et permettant, évidemment, à l'énergie de l'ère du Verseau de s'épanouir, puisque la caractéristique de l'ère du Verseau, c'est la synthèse. Alors, ça permettra, et je lis, d'établir un ordre mondial fondé sur une justice intelligente et une équitable distribution économique. Donc, de Londres viendra cette inspiration pour faire le changement dont on parlera d'une façon plus pratique dans un instant. Genève, l'autre ville où se trouve également un maître, le rayon important actuellement, c'est le rayon de l'amour-sagesse, le rayon 2. C'est le rayon de la personnalité de Genève. Le rayon de l'âme de Genève, c'est le rayon 1, la volonté en question. Donc, on retrouve encore amour et volonté dans ce qui se présente présentement. Alors, de Genève, ce sera une action
je lis ce qui caractérise Genève, une action de lier par un amour fraternel et la nature du service. Alors, l'amour fraternel, c'est bien le rayon de l'amour-sagesse. Le service, c'est le propre de l'âme qui se réincarne pour servir. Et évidemment, elle le fait davantage avec le rayon de l'amour-sagesse. Ensuite, on peut passer à New York. New York, évidemment, le siège des Nations unies, également un lieu où il y a un maître. Le 6e rayon, celui de l'idéalisme, de la dévotion, caractérise New York. New York, c'est le rayon 6, c'est le rayon de sa personnalité. Celui de l'âme, c'est le 2e, qui est le rayon, évidemment, également des États-Unis, l'amour-sagesse. Le rayon des États-Unis, au niveau de l'âme et au niveau de la personnalité, est exactement le même. Le 6, dévotion, idéalisme abstrait, c'est le rayon des États-Unis et aussi le rayon de la ville de New York, autant sur la personnalité que pour l'âme. À New York, puisque les Nations unies ont leur siège où se retrouve l'ensemble des dirigeants de la planète, il y aura, je lis, un effort coopératif de toutes les nations. C'est le grand idéal, c'est-à-dire le grand idéal de l'unité mondiale, voilà, face au matérialisme qui est le propre qui nous caractérise actuellement. Alors, avec Londres, New York permettra de rétablir l'ordre mondial qui sera fait de compréhension, de partage mondial et de paix universelle. On parle d'un avenir que nous espérons pas trop lointain. Ça permettra au rayon de l'âme de se manifester, puisque ces rayons-là sont ceux également des pays et de la ville au niveau de l'âme. Et ça répondra donc aux besoins de l'humanité, et non pas de simplement poursuivre un idéal, comme c'est peut-être le cas maintenant, mais d'être plus concret pour répondre aux besoins de l'humanité. Et enfin, Darjeeling, qui, lui, sera le premier rayon, qui caractérise le premier rayon, comme Tokyo, ce sera la même chose. Mais Darjeeling, ce sera le lieu où il y a le type d'énergie du premier rayon volonté sera le plus intense, si on veut. Et c'est évidemment le propre de l'âme de l'Inde également, où se trouve Darjeeling. Donc, Darjeeling apportera le don de la lumière des enseignements de l'antique sagesse, qui sera déversé dans nos cœurs et qui nous permettra de comprendre la lumière de la vie. Donc, c'est un rayon important qui pourra inspirer l'humanité. Et enfin, Tokyo, c'est le premier rayon également, mais aussi sur le développement matériel, dans le fond, des recherches qui viennent et qui permettra d'obtenir les nouvelles technologies pour le bien-être de l'ensemble de l'humanité. Pour le moment, le sort des nations se trouve beaucoup entre les mains des dirigeants. Nous souhaitons que ces dirigeants-là soient inspirés par les énergies dont on parle, autant dans les villes en question que dans les pays aussi, qui ont une mission particulière pour le développement de l'humanité dont on vient de parler. La manifestation de la conscience doit se refléter dans le cadre d'expression des gens qui sont là. Alors, on parle de dirigeants, mais on ne parle pas seulement des dirigeants, on parle de ceux qui sont également des êtres qui sont déjà en démarche, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure, les penseurs intuitifs, les observateurs également, qui proposent des solutions ou qui réfléchissent, et même s'ils ne sont pas dans un cadre de direction politique ou économique ou autre, apportent également un développement à l'humanité. Et c'est probablement là aujourd'hui que se trouve cette inspiration-là, ajoutée maintenant à une nouvelle opinion mondiale qui est de plus en plus croissante en faveur du changement. On y reviendra tout à l'heure. Alors, au niveau planétaire, avec toutes ces énergies-là dont je parle, on arrivera à développer cette harmonie, du moins cet élan qui prendra naissance dans ces lieux-là. Il est important de savoir que ça existe. Il ne s'agit pas, et ce n'est pas une obligation d'être présent à ces lieux-là pour en profiter. Il suffit d'être conscient de la chose pour invoquer ces énergies-là. L'invocation, c'est de demander qu'effectivement, nous soyons en contact avec cette énergie-là, comme nous invoquons l'énergie de l'âme, comme nous invoquons l'intuition de l'âme,
c'est de la même façon que l'on peut invoquer les types d'énergie concernés. L'effet de travailler avec ces énergies-là permettra aux nations, à toutes les nations, de voir plus clairement leur propre vision de développement. Chaque pays, chaque nation a sa propre vision, a sa propre démarche. Et c'est propre à chacun des citoyens de ces pays-là de le réaliser, afin qu'ensemble, dans ces cités-là, dans ces pays, se concrétise la personnalité d'une part et après l'âme et les énergies de l'âme de la nation concernée. Et c'est dans cette diversité-là qui sera développée que se concrétisera l'unité mondiale qui nous permettra de dissiper le mirage mondial que j'ai mentionné tout à l'heure, dont particulièrement aujourd'hui le mirage de la matérialité, du désir des possessions matérielles, pour aller au-delà de cela. Et nous sommes actuellement dans cette illusion totale, ou de ce mirage total du matérialisme dont il faut se libérer comme première étape. Alors, c'est ici que, avant de vous laisser, j'ajoute une chose suivante, avant de passer à la période de questions maintenant, c'est que ces 4 villes-là, ces 5 villes-là plutôt, vont aider à concrétiser, je le dis simplement en nommant ce qui sera la caractéristique de ce renouveau-là. En premier, on parle de reconstituer la démarche en vue d'une civilisation spirituelle. Dans le fond, c'est de concrétiser les valeurs de l'ère du Verseau, dont on a parlé déjà, la synthèse, la fraternité. En deuxièmement, de réorganiser la structure de la pensée et de la politique mondiale, rien de moins. Alors, on peut penser à ce que je viens de dire concernant Londres et New York. Alors, c'est là qu'on va retrouver les grandes idées modèles qui deviendront accessibles à tous et qu'on va effectivement réaliser les problèmes propres à l'humanité de façon globale pour comprendre les solutions qui doivent être apportées. Déjà, il y en a, on le verra dans un instant dans la troisième partie. C'est là qu'on va retrouver les observateurs et les communicateurs qui sont tous reliés et qui s'entraînent mutuellement pour proposer, alors que ce soit des grands économistes qui proposent des changements au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, tous entrecoupés puis travaillant ensemble, souvent dans des organismes internationaux, proposeront des choses qui viendront en particulier inspirées par les énergies dont je viens de parler. Ensuite, viendra la redistribution des ressources mondiales. C'est un autre thème important. Maitreya, par Benjamin Crane, nous a montré qu'il avait des priorités. Et une de ces priorités-là, effectivement, c'est de comprendre que nous sommes responsables des ressources mondiales et que nous devons les partager. Et ça sera dans le cadre d'une nouvelle civilisation où il y aura un système de troc qui permettrait ce partage-là dont on parlera dans un instant. Et enfin, autant l'homme que les nations seront dans une démarche commune vers l'unité dont on a parlé. Alors, l'homme deviendra complet dans sa propre démarche, autant l'âme que l'âme de la nation dont il fait partie. Et ensemble, évidemment, cette évolution-là pourra se réaliser dans la conscience de groupe dont j'ai parlé. Alors, voilà ce que je voulais ajouter pour terminer cette deuxième partie, sur laquelle nous allons nous arrêter pour vous permettre d'abord de vous détendre un peu. Alors, on va prendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais lire les questions peut-être que vous m'avez posées et on revient par la suite pour la troisième partie. Alors, à bientôt. Et pendant ce temps-là, je regarde vos questions. Alors, je vous indique que la photo qui est là indique la migration des oies de neige. Cette photo-là a été prise au cœur du Québec. C'est le moment où, effectivement, les oies par milliers font le chemin du Grand Nord au sud vers les États-Unis. Alors, cette photo a été prise récemment et donc, ça vous permet de voir que l'automne est à nos portes par la couleur des feuilles de l'arbre en question et de la quantité importante d'oies blanches des neiges qui nous visitent à ce moment-là. Alors, je prends note d'une seule question
que je vais vous lire. Nous parlons d'évolution mondiale. Elle n'est pas uniforme parce que nous ne sommes pas tous au même niveau. Quel impact cela peut avoir sur l'évolution humaine en général? Bien, je suis d'accord avec vous et peut-être pas. Dans le sens suivant, c'est qu'effectivement, quand on parle d'évolution humaine, on regarde le tout d'une façon générale. Mais nous pouvons dire, comme Benjamin Crème nous l'a mentionné, que l'humanité dans son ensemble, par exemple, est polarisée au niveau astral, au niveau des émotions. Et c'est vrai pour plus de 90% de la population, même on dirait beaucoup plus que cela. Donc, qu'importe notre niveau d'évolution, nous sommes dans ce cadre-là. Donc, la démarche que nous faisons concerne la très grande majorité des gens, c'est certain. Alors, dans ce sens-là, c'est vrai que nous sommes à des degrés différents d'évolution, mais si nous sommes à un niveau plus élevé et que nous sommes polarisés mentalement, nous allons donc mieux comprendre la population qui est polarisée à un niveau que nous venons de traverser et que nous avons donc bien connu pour nous en affranchir en dissipant les mirages. Mais en étant, par exemple, polarisés au niveau mental, nous faisons face maintenant aux illusions. Ce ne sont plus des mirages, des illusions, mais c'est encore des illusions à dissiper, comme ça a été le cas pour le fait de dissiper les mirages. La technique est différente. Je vous réfère au texte qu'on vous a déjà produit, qui se retrouve encore sur le site partageinternational.ca, qui sont liés aux conférences que nous présentons présentement. Alors, je pense qu'effectivement, on peut penser que nous sommes tous dans une démarche semblable, mais quelle que soit la démarche que chacun doit faire, au niveau mondial, nous sommes à la même étape, dans le sens que nous commençons à réaliser qu'il nous faut changer. Nous voulons tous créer cette nouvelle civilisation spirituelle en question. Et quelle que soit notre façon d'agir ou notre lien à se faire, l'objectif est le même, aussi pour l'évolution de la planète. Et plus nous sommes ensemble, plus nous travaillons en groupe, plus nous allons avoir la possibilité d'utiliser l'énergie de volonté, donc d'agir pour le changement en question. Alors voilà, peut-être que la partie qui vient vous permettra d'en savoir davantage, là, relié à votre question. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais simplement attendre un peu pour continuer cette période de détente maintenant et vous revenir. Voilà, je vois une autre question qui apparaît, que je vais lire. Maitreya va parler à chaque personne dans leur tête. De nombreuses personnes sont dans une énergie de matérialité. Ces personnes risquent de ne pas accepter. Alors, on fait allusion à ce qu'on appelle le jour de la déclaration, à savoir que Maitreya va se présenter à l'humanité et quand il va le faire, il va s'adresser par télépathie mentale, c'est-à-dire au cœur de chacune des personnes présentes, habitant, ayant plus de 12 ans en moyenne, sur Terre. Donc, tous et chacun, dans son langage, dans sa compréhension, va recevoir ou comprendre, ou du moins entendre, le message de Maitreya. La plupart seront touchés, puisqu'il nous parlera au cœur, et on est tous touchés quand on a un langage qui correspond à ce que nous sommes vraiment, puisque l'âme se situe vraiment au cœur de chacun d'entre nous. C'est certain que plusieurs, on pourrait dire même des gens assez nombreux, refuseront d'entendre ce message-là. Non pas de l'entendre, ils l'auront entendu, mais refuseront d'y donner suite. C'est certain. D'ailleurs, Maitreya lui-même nous le dit très bien. Par contre, il nous dit aussi que la majorité l'accepteront, accepteront son message. La majorité de tous les gens accepteront son message, de sorte que le mouvement que ça va créer, à plus ou moins court terme, permettront le changement radical qui s'en suivra. Alors, c'est certain que les premiers qui seront réfractaires n'auront pas de choix par la suite de se rallier, puisqu'ils verront bien que c'est la seule solution et que leur sort dépend autant pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité de participer à ce changement-là. Alors voilà, je m'arrête là et je prends encore un instant avant de vous revenir bientôt.
à une autre question. Est-ce que l'humanité est en train de recevoir sa deuxième initiation? Ce n'est pas, alors que la réponse est non, dans le sens que ce que nous savons, c'est que avec l'arrivée des maîtres, nous allons, plusieurs d'entre nous, je parle d'une façon générale, pourront entrer à la première initiation et non pas à la deuxième. Peu de gens sur Terre, c'est minime, ont déjà atteint la première initiation. Alors, quand on parle de l'humanité, on parle évidemment de millions de personnes et plus. Et ce que Benjamin Crème nous disait, c'est que beaucoup de gens sont prêts et soit qu'ils sont déjà rendus à la première initiation et pas davantage, et beaucoup attendent, ils sont à la porte de la première initiation. Et après la déclaration de Maitreya, à ce moment-là, ce sera un élan pour beaucoup d'entre gens, des gens, c'est-à-dire qui seront prêts à la première initiation, obtiendront à ce moment-là. Je rappelle que quand on parle d'initiation, c'est simplement une confirmation de l'état où nous sommes. Ce n'est pas la démarche elle-même qui rend que nous sommes à la première initiation. Ce n'est juste comme une confirmation du niveau d'évolution où ces gens-là sont rendus en question. Alors, évidemment, on ne parle pas de l'humanité dans son ensemble. On ne parle pas que l'humanité va devenir les milliards de personnes du jour au lendemain la première initiation. C'est évidemment pas le cas. C'est certain qu'il y en a déjà un certain nombre. On parle de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui peuvent être rendues à la deuxième initiation. Mais évidemment, c'est minime, quelques milliers de personnes par rapport aux 7 milliards d'êtres humains vivant sur Terre. Donc, nous ne sommes pas rendus, l'humanité n'est pas rendue à la deuxième initiation. Ça viendra, évidemment, avec le temps et spécialement avec le travail que les maîtres nous inspireront de faire et de réaliser ensemble. Et l'humanité progressera, comme je l'ai mentionné, rapidement. Voilà. Alors, nous allons commencer bientôt notre troisième étape. Alors, je voulais être rendu un peu plus tôt pour arriver à cette étape-là, mais je vous invite à être patient puisqu'il y a des exemples de solutions, d'actions, et je pense que c'est important qu'on le réalise tous ensemble. Alors, je vous disais, à titre, pour revenir au titre de l'étape où on est rendu, la troisième partie de notre conférence, c'est marqué, je mentionne, faire connaître les niveaux idéaux et initier leur accomplissement par la connaissance spirituelle. Alors, évidemment, on revient à ça. Quelles sont notre connaissance spirituelle? Qu'est-ce qu'on veut dire et quels sont nos idéaux? Nous sommes conscients que nous sommes des êtres, quel est notre être essentiel? Nous sommes des âmes en incarnation, c'est la première chose, que nous voulons et que nous avons développé actuellement une conscience de groupe qui nous permet d'utiliser les trois énergies dont on vient de parler, dont l'énergie de volonté. Qu'on comprend les lois, la loi du karma et la loi de réincarnation, donc nous savons que nous sommes dans une démarche d'évolution, c'est bien sûr, et nous savons que l'humanité est une et que c'est dans la diversité de l'humanité que nous allons atteindre cette unité-là, qui est le lien ou le pendant de la diversité en question. L'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas d'unité sans diversité, et l'inverse est vrai également. Nous savons que c'est dans la coopération et dans le partage que nous allons atteindre la justice et la paix. C'est une valeur spirituelle importante à bien accepter et à expérimenter aussi. Nous savons que la compétition, entre autres, est le contraire du partage et que l'un est le contraire de l'autre. Les deux ne peuvent pas exister en même temps. On ne peut pas être en compétition et en coopération en même temps. Il y a un choix à faire. Nous savons que nous sommes interdépendants et qu'on ne vit pas que pour nous-mêmes. Donc, nos ressources mondiales sont la responsabilité de tous. Donc, la responsabilité commune de gestion et de partage est importante. Je fais appel aux valeurs spirituelles ou à notre connaissance spirituelle que nous avons compris, qui est la base des changements que je vais vous proposer et qu'on comprend d'ailleurs tous. Et enfin aussi que nous devons nous entraîner et que c'est dans le service que nous allons avoir cette conscience d'aider l'humanité dans cet amour qui a été développé et surtout qui vient dans une démarche de travail de groupe qui est le propre de la démarche actuelle. Autrement dit, celui qui aujourd'hui voudra évoluer seul
ne recevra plus l'énergie d'évolution. En deux mots, cela veut dire cette nouvelle réalité-là. Dès lors, le déséquilibre actuel, parce que de toute évidence, il y a un déséquilibre aujourd'hui, c'est un problème spirituel. Ce problème spirituel-là, donc, doit se régler dans une démarche spirituelle afin d'arriver, en bout de piste, à une nouvelle civilisation, une nouvelle culture évolutive, donc spirituelle, qui permettra cette nouvelle civilisation spirituelle basée sur ce paradigme-là des valeurs dont je viens de parler d'une façon très, très, très rapide. La polarisation actuelle, elle est prévue, comme je le disais au début, pour nous permettre de faire le choix et de dire qu'il n'y a plus des différents possibles. Ou bien on est dans la peur, dans le mirage, ou bien on est dans l'amour, dans la coopération. Le choix est à faire et c'est maintenant qu'il doit se faire. Donc, nos nouveaux idéaux, en bref encore, c'est la coopération et le partage qui va nous amener à la justice et de la justice à la paix. La bonne volonté est très importante, ce qu'on appelle la volonté de bien, qui est le propre de l'énergie d'amour-sagesse que nous sommes en train d'expérimenter. Et que les qualités qu'on doit utiliser pour ce faire, c'est l'innocuité, l'équanimité, l'inclusivité, on l'a vu déjà, et le détachement. Nous devons, dans notre tendre à avoir des relations justes, et pour avoir des relations justes entre nous, entre groupes et entre nations, on doit utiliser le motif juste. Alors, lorsqu'on parle d'intérêt personnel ou de l'avidité de chaque intérêt de chaque nation, qui est le propre de ce qui existe maintenant, nous ne sommes pas dans une démarche de créer des relations justes, puisque le motif n'est pas juste en question. Le travail de groupe, ça veut dire d'être conscient et d'avoir une pensée de groupe dans un but qui n'est pas une démarche égoïste, mais c'est une démarche d'ouverture à l'autre et de comprendre que le bien de l'humanité doit primer sur notre bien personnel. Le service, donc, vient d'une pensée globale, puisque nous sommes maintenant dans une conscience globale d'agir pour l'humanité. Et enfin, que ce qui doit nous inspirer, évidemment, c'est l'âme de chacun, l'âme d'un groupe, l'âme des nations, évidemment, par la suite, l'âme de l'humanité. Alors, ce petit rappel nous permet de dire maintenant, ayant en tête et ayant réalisé et expérimenté tous les jours ces idéaux-là et en application de cette connaissance que j'appelle spirituelle globale, comment le réaliser? Déjà, la démarche de plusieurs personnes dont on a parlé nous suggère des pistes d'action. Il faut les connaître pour choisir ce que nous pourrions faire, parce que le service, c'est la démarche que chacun fait et qui nous permet de nous réaliser, d'une part, individuellement, mais par la suite, au niveau, évidemment, plus grand, au fur et à mesure de ce que nous pouvons, évidemment, faire et selon les choix que l'on fait. Alors, initier l'accomplissement de ce nouveau paradigme-là, de ce nouveau monde-là, de cette nouvelle civilisation spirituelle doit être global. Et global veut dire, évidemment, à tous les niveaux, que ce soit politique, économique, social. Et maintenant, on doit bien comprendre, environnemental également, avec les changements climatiques. Alors, je me suis posé quelques questions en tentant d'y répondre pour qu'on puisse se suivre d'une façon plus succincte. D'abord, est-ce qu'on sait qui on est? Évidemment, oui, c'est une âme en incarnation, je l'ai bien mentionné. Et je voudrais faire quelque chose d'intéressant, c'est que Benjamin Klein nous disait que, puisqu'on parle de l'âme, que nous allons pouvoir prouver que l'âme existe et que ça viendrait probablement de chercheurs français. Eh bien, peut-être que c'est le cas maintenant, puisque je vous réfère à un livre de M. Philippe Guillemot, intitulé « La physique de la conscience ». On retrouve cet article-là, ou du moins qui en fait état, dans la revue Partage international que vous connaissez maintenant, d'octobre dernier, d'octobre 2021, où M. Guillemot mentionne qu'il croit pouvoir prouver l'existence de l'âme et il donne des définitions de ce qu'est l'âme et on voit que son rapprochement, je veux dire, sa façon de faire se rapproche beaucoup de ce qu'on trouve dans les enseignements d'Alice Bailey et de Benjamin Klein. Je ne veux pas en dire plus long puisqu'on a beaucoup d'autres choses à mentionner. Deuxième question, est-ce qu'on connaît les faits dans lesquels nous sommes
Est-ce qu'on connaît la réalité de nos milieux, comme je le mentionnais? Et est-ce qu'on sait aussi ce que l'on doit changer? Pour commencer, on va voir qu'est-ce que les autres pensent de ça. Alors, j'ai 3 sondages à vous parler qui nous donnent des illustrations assez intéressantes de quelle est la conscience de la réalité par beaucoup de gens, et particulièrement au niveau planétaire. Alors, le premier, c'est un sondage réalisé sur le climat qui concerne la voix des peuples, dans le sens que c'est un sondage qui a été réalisé au niveau mondial. Et rapidement, on arrive à la conclusion que 64% des gens disent qu'il y a urgence à régler le problème climatique. Donc, c'est le souci ou la priorité numéro 1. Et si on décortique tout ça, on voit que plus les gens sont dans un pays développé, plus leur conscience de faire ce changement-là ou de prendre des mesures d'urgence pour régler le problème est importante. Alors, c'est le cas, par exemple, à 72% pour les pays développés et 58% pour ceux qui sont dans les pays moins développés. Alors, donc, le pourcentage dans les deux cas est élevé, mais encore plus. Quelles sont les solutions qui sont apportées dans le cadre du même sondage? On dit de développer les énergies renouvelables. Même aux États-Unis, c'est vrai à 65%. Pourtant, évidemment, ce n'est pas nécessairement ce que les dirigeants font, mais le peuple, la voix des peuples, dit des choses autrement. En Australie, c'est 76% et en Russie, 51%. Protection des forêts, au niveau de des pays qui en ont beaucoup. Au Brésil, 60% décident qu'il faut protéger la forêt et arrêter la déforestation qu'on connaît déjà présentement. En Indonésie, même problème de déforestation, 57% des gens sont pour la protection. Au niveau de l'ordre, quel ordre que les gens disent? D'abord, protéger les forêts, ensuite, développer les énergies renouvelables et enfin, changer nos méthodes d'agriculture pour éviter évidemment les pesticides qui sont dévastateurs. Donc, on conclut avec une nécessité d'une intervention politique forte pour régler ces problèmes-là. Un autre sondage, cette fois aux États-Unis, nous indique qu'il y a une polarisation pour le changement, et particulièrement au niveau de la culture des individus. Alors, on sait bien maintenant qu'aux États-Unis, il y a une polarisation. On le retrouve dans ce sondage-là. Et au niveau des changements climatiques, on dit qu'il y a 2 types de culture. Il y a celui qui est l'égalitariste et l'individualiste. Celui qui est individualiste, il y a une vision où la liberté individuelle, l'autonomie et l'opportunité environnementale est très importante. L'intervention de l'État est plus ou moins importante et la liberté à l'industrie doit être totale. On comprend que ce n'est pas là que va retrouver les mesures de protection de l'environnement. Par contre, la culture de celui qu'on appelle l'égalitariste, lui, a une approche bien différente. D'abord, c'est l'égalité, c'est la justice sociale, c'est la démocratie participative, c'est la diversité et qui est très concerné par l'environnement. Alors, ça confirme effectivement la situation qu'on connaît bien maintenant. Alors, les questions qu'on se pose aux États-Unis dans le même sondage, c'est que les besoins fondamentaux de l'État doivent être répondus, c'est-à-dire les besoins fondamentaux des individus doivent être palliés par l'État. 47% disent oui, tandis que 11% disent non. Ensuite, la paix mondiale et la richesse doivent être mieux réparties. 46% disent oui. Donc, et on retrouve que ceux qui disent oui à des mesures de changement sont démocrates et ceux qui disent non sont républicains. Alors, on trouve 2 mondes actuellement, mais on voit que le 50% est presque atteint. Donc, il y a une évolution du côté des États-Unis. Du côté des économistes, il y a eu un petit sondage aussi au niveau mondial qui montre que les économistes ne peuvent pas dire vraiment ce qu'ils souhaitent de changement puisqu'ils sont un peu pris en souricière par l'employeur qui les engage. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, on peut comprendre que certains économistes qui ne sont pas nécessairement indépendants n'apportent pas l'éclairage qu'il serait souhaitable d'obtenir. Est-ce qu'il y a un autre sondage que je voulais vous mentionner? Je sais que j'en ai lu, mais je n'ai pas tout répertorié puisque ce serait trop long pour notre rencontre d'aujourd'hui. Au niveau des problèmes climatiques, rapidement, évidemment, on sait que c'est très important. Il y a actuellement la COP26 qui va entrer en action dès lundi.
Alors d'abord, un rapport publié par The Frontier in Conservative Science, un groupe international de scientifiques, prévoit, alors d'entrée de jeu, je vous dis la situation, je lis, un épouvantable avenir avec une extinction de masse des espèces animales, la détérioration de la santé et les bouleversements climatiques importants. Alors, c'est certain, vous savez, mais là, c'est dit d'une façon crue parce que c'est la situation actuellement. La solution recommandée, un développement durable est possible. Et c'est de passer donc de l'excès à la suffisance avec une vie plus simple. Il y a une autonomie déjà. Quand on parle d'autonomie, quand on parle du développement des énergies durables, déjà en Allemagne, 46% de l'énergie vient de ces ressources renouvelables. En Suède, 54%. En Royaume-Uni, 42%. En Chine, 29%. Et aux États-Unis, seulement 11%. Alors, on voit que certains pays réalisent ou démontrent qu'effectivement, il est possible de développer les énergies renouvelables et c'est une démarche qui devrait se développer. C'est ce qui est suggéré dans ce rapport-là. Le GIEC, dans son rapport récent, qui va servir de discussion à la COP 26 dont on parle, indique bien évidemment la situation que nous connaissons. Et là, j'ai repris certains éléments de ce rapport-là. On dit que les changements climatiques sont causés par l'homme, c'est bien sûr, qui cause des phénomènes météorologiques extrêmes. Par exemple, 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Actuellement, une eau potable fiable et sûre. La malnutrition et la pandémie, 11 personnes meurent de faim à toutes les minutes sur Terre actuellement. Et c'est un rapport qui vient de donné par Oxfam. Ensuite, les réfugiés, en plus des guerres, les changements climatiques augmentent le nombre de réfugiés. Et on est passé aujourd'hui à 48 millions de personnes qui sont dans ce problème-là. Le GIEC conclut, un changement climatique dangereux n'est pas une projection lointaine, il est ici, maintenant. Quelle est la solution parmi les solutions proposées? Pour arriver, évidemment, à régler ça, il faut arriver à un modèle pour arriver à des CO2 nuls, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégagement de CO2, très rapidement, une réduction de l'effet du gaz à effet de serre. Ça exige la coopération internationale des pays riches et de l'aide aux pays pauvres. Ça va de soi. Actuellement, la conclusion, c'est que si on ne fait rien, dans la situation actuelle, malgré toutes les mesures prises par les pays, on va dépasser largement le 1,5 qui était le maximum souhaité pour qu'il n'y ait pas de bouleversement trop grave. On est rendu actuellement à 2,7 degrés. Alors, même si on appliquait toutes les mesures que les pays disent, on serait encore trop à 2,7. Puis évidemment, c'est conservateur parce que certains disent que ça pourrait être même 3 et 4 degrés en question. Toujours au niveau des problèmes climatiques, les plus grands pollueurs, évidemment on le sait, c'est les États-Unis, par habitant particulièrement, mais ceux qui produisent le plus de pollution, c'est la Chine. Mais ce n'est pas par personne, c'est le pays entier, parce qu'il y a tellement de gens que par personne, c'est moins que les États-Unis, mais dans l'ensemble, c'est la Chine qui pollue le plus. Et si on prend les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Inde, ces quatre-là ensemble, ça crée plus de la moitié de la pollution mondiale, 55%. À titre d'exemple, au Canada, c'est le pays qui paie le plus pour les énergies fossiles et qui paie le moins pour les énergies renouvelables. Donc, le Canada n'est pas un modèle à suivre parmi les pays du G7. Les experts en santé publique, toujours au niveau des problèmes environnementaux, nous disent que la détérioration de notre relation avec la nature a rendu des services de santé publique plus fréquentes et plus urgentes aussi. Le Programme des Nations unies sur l'environnement, qui donne son premier rapport synthèse récent, arrive à la conclusion suivante. Pour arriver à modifier et à régler le problème climatique, il faut transformer le système économique. C'est-à-dire, le PIB doit ne pas être en termes uniquement économiques, mais en termes de progrès réel concernant le bien-être de la population. Il faut transférer 5 000 milliards et modifier nos modèles incitatifs vers
les règlements des problèmes climatiques et le transfert aux pays pauvres pour les aider à régler leurs propres problèmes que nous avons créés, les pays riches. Il faut transformer la finance et les investissements. On sait par exemple que les banques privées financent les industries fossiles et tout ce qui va à l'encontre de l'environnement, ils n'ont aucune mesure de restriction. Personne ne leur dit de ne pas faire cela et ils le font abondamment. Donc, les banques agissent et c'est pour ça que la suggestion des Nations unies dans ce rapport synthèse nous dit qu'il faut transformer la finance et les investissements. Et enfin, il faut transformer la gouvernance, c'est-à-dire la prise de décision qui devrait être prise dans un éventail plus grand, plus large, comprenant le milieu public, les gouvernements, l'industrie privée, la société civile et les collectivités. Alors, nous sommes en face d'un paradigme, évidemment, qui n'existe pas, mais qui est souhaité, et pas par n'importe qui, par les Nations unies. On retrouve un rapport de ça, je vous invite à aller voir la revue Partage international dans le numéro d'avril 2021, plus récemment. Un autre rapport, rapidement, la pollution importante par le méthane. Le méthane, c'est le deuxième après, comme le plus important concernant la pollution. Ça vient après les extractions des combustibles fossiles. Ça augmente la pollution par le méthane. Donc, ce n'est pas actuellement bien contrôlé. Évidemment, viendra après le forage, les industries, le charbon qui vient après, et enfin la riziculture. Alors, ce rapport-là nous vient d'un rapport qui a été publié déjà en 2017, donc probablement bien pire aujourd'hui, de l'organisme qu'on appelle Earth System Data Science. Alors, ce qu'on conclut, c'est que si on ne diminue pas le méthane, on n'arrivera pas à 1,5 ou 2 degrés, c'est bien sûr, et que la solution, c'est la refonte de l'agriculture, la refonte de l'élevage du bovin et la riziculture et évidemment le végétarisme est privilégié aussi. Je rappelle que Benjamin Crème, dans ses écrits, nous disait que 80% de la pollution vient du facteur humain. Alors aujourd'hui, c'est confirmé par les rapports dont je vous parle maintenant et qu'il recommandait évidemment un mode de vie plus simple. Et il disait être convaincu à une nouvelle tendance à la simplicité et que le choix est immédiat, ou bien nous changeons, ou nous allons à la destruction. Alors, je vois qu'il y a des commentaires qui apparaissent sur mon écran. On y reviendra à la fin de l'exposé qui termine notre conférence. Je passe rapidement à un autre sujet, le système politique et économique. Qu'en est-il de ce côté-là? Il y a un article qui est très intéressant qui s'appelle « Le capitalisme du 21e siècle expliqué à tous », qui est paru dans le numéro d'octobre de la revue Partage international. C'est un article qui vient d'un livre écrit par M. Richard Wolff, qui est un professeur émérite d'économie à l'Université du Massachusetts. Ce dernier nous dit que, et c'est cru, mais il faut le savoir, que la maladie, c'est le système. Et quel système il parle? C'est quand le capitaliste échoue à nous sauver de la pandémie et de lui-même. C'est le titre de son livre. Ce que je disais tout à l'heure, c'était le titre de l'article dans la revue Partage international. En bref, le système économique actuel, et je lis, est à l'origine de nombreux problèmes de notre époque. Les crises sont une caractéristique intrinsèque du système. Les inégalités sont consubstantielles du capitalisme. Les inégalités structurelles comme le chômage de masse sapent les principes démocratiques, nous rend inégaux dans l'arène politique et produisent et utilisent le sexisme et le racisme. Il y a bien beaucoup d'autres à dire, mais on dénonce carrément le système lui-même par définition. La solution, donc, un changement structurel permanent et requis. Il suggère, lui, que pour les grandes industries importantes comme l'énergie, ça devrait être contrôlé par des coopératives de travailleurs, de consommateurs et des communautés concernées. Il appelle ça un capitalisme jumelé à un socialisme de coopérative, alors que ce soit dans le domaine de l'énergie, du logement, de l'éducation, des soins. On ne peut plus laisser le tout aux seules grandes entreprises privées qui ne se contrôlent pas et qui ne sont pas comprises dans la démarche, puisque leur but, évidemment, c'est de faire le plus grand profit possible.
Je vous rappelle ce que Benjamin Klein nous disait dans le cadre de ce qui devrait être fait comme solution, c'est qu'il dit 70% des entreprises ou des organisations doivent être sous le modèle socialiste, voulant dire coopératif, et 30% laissés aux capitalistes pour des entreprises de moindre importance. Alors, c'est un peu ce que nous dit l'auteur en question que je cite. Un autre rapport de recherche, cette fois en mai 2021, donc tout à fait récent, qui s'intitule « Du Sud au Nord, un transfert de richesse invisible et colossal ». C'est le titre de l'article paru dans la revue Partage international de juin dernier. On dit que la puissance capitaliste, les puissances, donc les pays développés, ont extrait 125 000 milliards d'euros des pays du Sud depuis 1960 à nos jours. D'où, évidemment, une perpétuation des inégalités. C'est vraiment une réalité incroyable. Dans le fond, ce sont les pays pauvres qui développent les pays riches. Il faut le savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est que c'est un pillage, c'est la sombre réalité du pillage, que les pays pauvres, comme je l'ai dit, développent les pays riches. Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut évidemment que ça change, et pour ce faire, il faut avoir un front uni et organisé de la part des mouvements sociaux luttant pour un monde plus juste contre ceux qui profitent de l'excès du statu quo. Alors, on fait appel à l'opinion publique, finalement, et à l'opinion de tous les organismes qu'on connaît qui dénoncent cette situation-là, que ce soit Oxfam, que ce soit Équiterre, que ce soit des organismes qu'on connaît bien, qui défendent l'environnement. Un autre organisme, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi quelques-uns, c'est un groupe de haut niveau qui a fait un rapport sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière. C'est un groupe des Nations unies. Ce rapport-là a été déposé en février dernier et qui nous dit ceci, et je pense que c'est important de le savoir. Le blanchiment d'argent et la corruption et la fraude fiscale sont partout et que ça constitue un crime à l'échelle mondiale. 1/10 de la richesse mondiale est dissimulée actuellement. 600 milliards sont perdus par an par les États à cause de cette dissimulation. L'atteinte des objectifs du développement durable des Nations unies qui a été publié en l'an 2000 ne sera jamais atteinte à cause de cette situation-là. Et les pays les plus à dénoncer, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui contrôlent cette richesse-là et qui ne la mettent pas au profit de l'ensemble de l'humanité. On appelle ce groupe une oligarchie mondiale qui pratique la corruption à une échelle incroyable et dévastatrice. Ce sont leurs termes. Quelle est la solution qui est proposée? Heureusement, il y a des solutions. Nous sommes en face de solutions. D'abord, une coordination mondiale des politiques fiscales. Il y a déjà quelque chose qui arrive, on l'a vu. Le G7 a finalement accouché d'une mesure où on impose un minimum taxable des grandes entreprises de 15%. Il y a beaucoup d'autres mesures qui n'ont pas été retenues parce que certains pays ne les mentionnaient, ne l'acceptaient pas. Mais on a, à tout le moins, obtenu cet élément-là. Et deuxièmement aussi, que les grandes entreprises sont taxées dans les pays où ils font affaire et non pas simplement à l'endroit où ils ont leur siège social. Deuxièmement, la recommandation du groupe dont je parle, il faut avoir une feuille de route guidée par les besoins et la volonté des peuples, qui a la capacité de résoudre les problèmes les plus fondamentaux du monde. Donc, c'est à chaque nation à voir quels sont les problèmes qui sont réglés. Troisième chose, un pacte mondial pour l'intégrité financière, une participation de tous les pays au régime multilatéral d'échange d'informations. Ça, c'est un peu concrétisé dans le dernier rapport du G7 dont je viens de parler. Et enfin, une budgétisation participative et un contrôle, dis-je, budgétaire fondé sur les droits humains, rien de moins. Alors, on dénonce une situation évidemment incroyable qui va à l'encontre du développement minimal de l'humanité, mais on propose des solutions. Alors donc, on connaît, il suffit juste de les mettre en pratique avec évidemment un élan, avec un désir, avec une volonté de le faire.
Une autre chose qu'il faut dénoncer, évidemment, on le sait tous, avec les Panama Papers, les Pandora Papers et d'autres genres, où on se rend compte bien que ce n'est pas seulement les nations qui cachent des choses, mais aussi les individus, les personnalités en question. Quelles sont les solutions? Voilà quelques exemples. Il y a la proposition d'un fonds pour la prévoyance de la pandémie. Si je fais appel à la situation concernant la pandémie, c'est un groupe de travail sur la politique de prévention à la source qui suggère effectivement qu'on doit apporter des changements fondamentaux au capitalisme mondial ainsi qu'à l'éducation et à l'égalité. On doit avoir une campagne mondiale pour accroître la connaissance du public afin qu'il réagisse convenablement et qu'il sache évidemment quels sont les dangers à éviter. On doit apporter un changement de comportement des pays les plus grands émetteurs quand on parle d'environnement, les riches, les entreprises énergétiques, les grandes entreprises et la masse de consommateurs dans les pays développés. Si on parle maintenant du système alimentaire mondial, je vais un peu vite, mais je veux vraiment vous mettre la situation bien devant les yeux, mais je vais passer plus rapidement. Alors, on parle maintenant du système alimentaire mondial. Il faut changer le système alimentaire mondial. C'est le rapport de Jeffrey Sachs qui a été rendu dans le cadre du sommet des Nations unies sur le système alimentaire. C'est paru, ce rapport-là, en septembre dernier, où on disait vraiment que les systèmes alimentaires demandent une transformation fondamentale parce qu'ils contribuent aux crises alimentaires climatiques et de biodiversité et des violations de droits humains, rien de moins. Je pourrais vous indiquer qu'est-ce qu'il y en est concernant ces grandes entreprises privées qui contrôlent tout et qui font fi du transfert de connaissances face aux pays pauvres. Alors voilà, au niveau climatique, au niveau des systèmes politiques et au niveau du système alimentaire mondial, la situation. Par contre, on a des solutions. Alors, il suffira de les connaître pour que ce qui est souhaité, c'est-à-dire que l'opinion publique mondiale dont on fait partie, puisse s'exprimer davantage pour appuyer les solutions dont je viens de parler. Et je vous réfère à plusieurs articles de la Revue Partage International des années 2020-2021 pour bien réaliser la situation. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à cette revue-là. Passons à l'autre question. Est-ce qu'il y a un droit bien établi et en marche? Le droit voulant dire des chartes, des pactes qui nous permettent de penser qu'on est déjà sur le droit chemin et qu'on n'appliquerait pas ces ententes-là. Effectivement, c'est le cas. Il y en a beaucoup. Donc, on n'a pas à réinventer la roue, c'est déjà là. Alors, je fais juste un rappel de ce qui existe. Évidemment, sans aller plus loin, on peut remonter, par exemple, à la Grande Charte d'Angleterre, ce qu'on a appelé la Magna Carta, qui fait que le roi devait maintenant céder une partie de son pouvoir à l'Assemblée élue des citoyens. C'était le début. Plus récemment, évidemment, c'est les valeurs de la Révolution française, on le connaît, mais ça a ouvert la porte à l'ère du Verseau, c'est-à-dire les valeurs d'égalité, fraternité et de liberté. Plus récemment, évidemment, il ne faut pas oublier la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'origine, en 1948, de la création de l'ONU. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, où la protection sociale constitue un droit humain. Ensuite, la Déclaration des droits de la Terre-Mère, et ça vient plus récemment en Inde d'une dame qui a pris le contrôle de la protection des semences, qu'on nomme Vandana Shiva. Je vous réfère à l'article dans Partage international du mois de mai dernier à ce titre. Il y a aussi les objectifs du développement durable de l'ONU, évidemment, ce qu'on appelle les ODD, créés en 2000, où on mentionnait qu'on devait arriver à développer ces énergies durables-là très rapidement. Ensuite, le partenariat pour construire un monde meilleur, un plan Marshall vert, qui était la solution proposée par le G7 au mois de juin dernier. Par contre, évidemment, les industries privées sont sollicitées, mais dans la mesure où elles veulent bien le faire, et on se constate que ce n'est pas le cas du tout. Alors, quelle est la solution par rapport à cette situation? C'est qu'on a un besoin énorme en infrastructure des pays
on a le droit qui dit qu'on doit le faire, mais l'implication urgente des pays riches n'est pas là. On a beau promettre de remettre de l'argent, ces technologies-là ne sont pas appliquées, le transfert d'argent n'est pas là. Alors, l'élan, le pouvoir, le désir ou l'orientation politique ne suit pas les résolutions qui sont mentionnées. Donc, c'est à nous à faire pression sur ces gouvernements-là pour qu'ils donnent suite à leurs promesses. Est-ce qu'il y a des obstacles maintenant? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Quels sont les obstacles? Est-ce qu'on les connaît, ces obstacles-là? Nous avons un premier obstacle, et c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports que je viens de lire. C'est aussi des auteurs qui se sont prononcés, les grands économistes comme Piketty, comme Stiglitz et d'autres, qui proposent des changements majeurs, d'abord au système économique dans lequel nous sommes, qu'on appelle bien le capitalisme. Évidemment, le capitalisme a pour but de maximiser les profits des entreprises et c'est le seul but de l'entreprise en question. Alors, je vous réfère à l'article de Richard Wolff dans le Partage international d'octobre qui a pour titre « Le capitalisme du 21e siècle expliqué à tous ». Alors, vous avez une bonne illustration de ce qu'on veut dire par ce système-là, évidemment, qui, par définition, donne le pouvoir aux grandes entreprises qui ont même une influence importante, si je prends les États-Unis, auprès des politiciens par le lobby qu'ils font. Alors, ce n'est plus même la politique qui décide, mais la pression de l'entreprise privée. Si je prends l'exemple de la pandémie, c'est ce que cet article-là nous dit. On aurait pu prévoir que la pandémie allait arriver, on aurait pu prévoir le développement des vaccins, et plus que ça, de développer déjà, à titre préventif, la présence des soins qu'on doit faire, les fameux ventilateurs, tout ce qui s'ensuit. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là ne voyaient pas de profit à le faire. Et quand c'est arrivé, il était déjà un peu tard, et encore là, le gouvernement n'a pas subventionné ou demandé aux industries en question d'agir de façon préventive. C'est un autre exemple, évidemment, du mécanisme propre au capitaliste qui explique cette situation-là. Un groupe de haut niveau qui s'est penché sur la question, un rapport de l'ONU de février dernier qui a pour titre « Groupe de haut niveau sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière », nous dit ceci, et c'est un autre obstacle que j'ai mentionné là, qu'on doit connaître pour le dénoncer et de faire en sorte qu'il disparaisse. On dit ceci, le blanchiment d'argent, la corruption et la fraude fiscale, comme je le mentionnais tout à l'heure, s'est rendu à un niveau très élevé. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un obstacle, c'est pour ça que je l'ai mis à ce titre-là. Je vous réfère à un article de Maitreya, c'est-à-dire, je réfère à ce que disait Maitreya qui va se présenter à l'humanité bientôt, au moment qu'on va appeler le jour de la déclaration. Alors, par Benjamin Crème, dans le livre « Les lois de la vie », il nous réfère à ce qu'il a reçu comme message de Maitreya, et je pense que c'est important de le lire, ce n'est pas très long. Alors, on dit, la marchandisation, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans une société de désir, de matérialisme, et c'est un mirage dont on doit se défaire, mais c'est ce qui existe présentement. On dit, ce que Maitreya nous dit, c'est la marchandisation qui a été créée par les forces du marché. C'est un nouveau credo de superpuissance et maintenant l'économie. C'est là une menace nouvelle et inquiétante pour le monde, une menace qui pourrait même mettre l'existence humaine en péril. Le trait dominant du mercantilisme est la cupidité. Toutes les nations seront touchées. Cette énergie négative qui s'est retirée des champs de bataille est une force brute, aveugle et sans discernement qui a engendré un monde d'hostilité. Et pour finir, ce qui est le plus important, et j'attire votre attention sur le passage suivant, les hommes politiques ont beau considérer que la marchandisation est l'avenir de l'humanité, ils ne sont pas en mesure de maîtriser cette énergie-là. C'est exact. On est tous liés à ça et on croit que c'est là la solution, qui est dans le fond une situation incontrôlable et qui n'apporte rien pour le bénéfice de l'humanité. Donc, le retour à la normale après la pandémie, ce n'est pas la solution, puisque ce retour-là va nous amener à les injustices et tout ce qu'on dénonce présentement. Alors, il faut faire attention.
et profiter d'un changement des consciences pour que le changement réel puisse s'opérer. Alors, par exemple, dans la revue Partage, il y a un article à cet effet récemment et qui nous dit que nos pensées erronées, nos priorités qui sont folles, on parle de mercantilisme, ça nous a permis d'arriver à cette situation-là. Il ne faut pas revenir à cette situation-là, il va s'en dire. On peut dénoncer les banques aussi comme obstacle qui financent que les grandes entreprises qui font tout contre l'environnement. Les banques ont une liberté totale d'agir et ils financent pour avoir des sous, mais pas, encore une fois, au bénéfice de l'humanité. Donc, il y a un déni de la part des grandes entreprises, de la part des banques, de la part de certains États. Il y a des pays qui sont opposés au rapport du GIEC, le Japon, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Argentine, le Brésil, etc. On est dans un contexte où il n'y a pas une unanimité, il n'y a pas un désir de changement très important. Le climatologue bien connu, Michael Mann, dans son livre « The New Climate War », paru en janvier dernier, nous dit que lui est victime des attaques des lobbies, des énergies, des grandes entreprises des énergies fossiles, des médias conservateurs et des puissances pétrolières comme l'Arabie saoudite et la Russie. Il suggère que ce lobby-là arrive à vouloir faire comprendre aux gens que ce qui se passe est tout à fait réel, on n'y peut rien, que les choses vont bien se passer, mais dans le fond, ce n'est que de permettre au statu quo de demeurer. Je m'arrête là concernant les obstacles parce qu'il y en aurait d'autres, mais en étant conscient, on peut voir qu'on doit agir contre ces lobbies et de pousser les gouvernements à agir pour contrôler les banques, contrôler les industries, d'atteindre des objectifs réalistes et de mettre des sous pour le faire. Est-ce qu'on a, et question suivante, rapidement, est-ce qu'on a des propositions d'action? Est-ce qu'on a réalisé des choses depuis, autant économiques, sociales que politiques? Oui, c'est le cas. Et c'est une bonne chose. Donc, déjà, il y a des actions en marche et c'est bon de les connaître pour les parfaire, si on veut, ou les appuyer. Alors, je prends quelques exemples. La Commission indépendante pour la réforme de l'impôt international, qui a relié, dont des grands économistes éminents ont participé, je parle encore à M. Piketty, M. Stiglitz et d'autres, ils ont fait des propositions au G20 qui ont été acceptées. Par exemple, il y a eu une entente concernant l'impôt minimum pour les GAFA. Par contre, évidemment, d'autres mesures n'ont pas été acceptées. Mais au moins, il y a des propositions qui sont là, qui pourraient être acceptées plus tard et qui, évidemment, c'est le sont. Par contre, ces auteurs-là nous disent qu'ils sont déçus, évidemment, que le G20 n'ait pas entériné tout ce qu'ils ont proposé. Alors, l'accord qui est survenu, dont le 15 %, c'est un accord à rabais. C'est ce qu'ils nous disent, puisque la part du lion va encore aux pays riches et que certains pays refusent encore de les entériner. Et là, on pense au Pakistan, au Nigeria, au Sri Lanka, au Kenya, il y en a d'autres. Donc, encore une fois, il n'y a pas cette unanimité-là qui est nécessaire. Une autre proposition qui existe, c'est la proposition de l'ONU qui est venue par le groupe dont j'ai parlé il y a un instant, qui s'appelle le groupe de haut niveau sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière. En février dernier, il nous suggérait les solutions suivantes. Une coordination mondiale des politiques fiscales, on l'a vu, un pacte mondial pour l'intégrité, une participation de tous les pays, on l'a vu aussi également, c'est des solutions à retenir. Ici au Québec, d'une façon plus précise, il y a un président de grandes sociétés dans le domaine des médias qui proposait une augmentation de 50 % du salaire minimum. Pourquoi pas? Alors, donc, certains membres des entreprises privées commencent à réagir et c'est un exemple qui est intéressant à mentionner. Un autre rapport de l'Urban Institute aux États-Unis dit ceci, « La pauvreté est un choix politique. Il est possible de l'éradiquer dès demain en légiférant. Nous ne devons jamais oublier ça. » Autrement dit, on a pris beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a les moyens de régler certains problèmes? Poser la question, c'est y répondre. La réponse est oui. Pourquoi? Prenons le cas de la pandémie. Combien d'argent a été dépensé par les pays riches? Tout d'un coup, on avait de l'argent. Le chiffre est astronomique. 117 000 milliards de dollars ont été dépensés par les pays riches
concernant la pandémie, on a en tête en 2008 combien d'argent a été dépensé pour renflouer l'économie mondiale et les banques qui avaient fait faillite. Quand une banque fait faillite, on a des sous. Quand il y a une pandémie, on a des sous. Quand il y a le climat, un problème. Quand il y a des pays des pauvres, bon, on n'a pas de sous. Que se passe-t-il? C'est parce qu'il n'y a pas d'élan politique qui est sous-jacent à cela. Exemple, parmi les 17 000 milliards dépensés, un grand nombre vient des États-Unis. Et à ce moment-là, 45% de la pauvreté aux États-Unis a été réglée. C'est-à-dire que 45% de gens pauvres ne le sont plus par l'argent qui a été dépensé, mais ces subventions-là s'arrêtent bientôt. On va retomber. Pourquoi ne pas le maintenir? Et on fait appel, justement, entre autres, à la démarche de Biden actuellement pour continuer d'agir dans ce sens-là. J'arrête là. Je vous pose la dernière question. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer? Est-ce qu'on doit agir en conséquence de tout cela? Alors, je fais un rappel rapide, mais la réponse est relativement brève. On dit l'opinion publique est importante. Elle a agi, elle a effectivement été efficace. Sa pression est de plus en plus forte. On doit le réaliser et maintenir cette opinion-là de toutes les façons. Et ce n'est pas nécessaire que ce soit au niveau mondial, ça peut être à tous les niveaux, en commençant par le niveau local. Plusieurs rapports nous suggèrent que c'est la seule voie pour faire comprendre aux dirigeants, qui ne sont plus ou moins conscients du changement apporté, de le faire. Alors, on a donc des observateurs, que moi j'appelle des observateurs éclairés, qui se prononcent, qui agissent, qui interviennent de plus en plus et qui nous font des propositions qu'on doit écouter, bien comprendre et appuyer dans le cadre de cette démarche-là. Alors, je fais appel, entre autres, à l'article que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle « Le capitalisme du 21e siècle, expliqué à tous ». Vous avez des suggestions d'action. Il faut retenir que la responsabilité de l'homme demeure entière de faire les changements. On se rend compte que beaucoup ne sont pas dans les démarches qu'on souhaite, mais aussi beaucoup le sont. Et donc, c'est à nous d'appuyer les gens qui sont porteurs de lumière, c'est comme ça que je l'appelle, ou porteurs de changement. Et pour créer évidemment cette harmonie-là. Et pas oublier que les maîtres dont je parlais tout à l'heure nous inspirent et nous appuient. Ils sont là, ils agissent déjà avec un grand nombre de personnes, ils ont des propositions à nous faire. On sait que l'homme doit changer et pour ce faire, afin de pouvoir enfin créer un monde meilleur, on doit d'abord régler les problèmes, entre autres rapides, par des solutions que j'ai rapidement mentionnées tout à l'heure. Et pour ce faire, il faut se prendre en main. Je parle de l'homme. C'était la condition qui avait été mentionnée dans les livres d'Alice Bailey qui mentionnait le changement qui vient avec l'ère du Verseau. Donc, l'homme doit commencer à se prendre en main, c'est le cas. Est-ce qu'ils le font assez? Probablement pas. Mais à tout le moins, la première pierre qu'on doit poser, c'est de renoncer à la guerre. En renonçant à la guerre, on ajoute en contrepartie qu'il y a d'autres moyens de régler les conflits et c'est par le partage, la confiance et la coopération. C'est là qu'on est et c'est ça qu'on doit appliquer pour, par la suite, obtenir l'aide bien réelle des maîtres qui, entre autres, vont nous révéler à ce moment-là, puisqu'il y aura une pacification du monde nécessaire, de nouvelles technologies, dont ce qu'on appelle la technologie de la lumière, qui apporterait une énergie illimitée, partout, gratuite. Et c'est ce qui vient. Mais pour que ça vienne, il faut passer par les étapes dans lesquelles nous sommes, qui est un passage difficile, mais qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre, puisque c'est la démarche qu'on doit faire par définition. Mais l'avenir sera heureux, radieux, un paradigme sera enfin connu et nous serons dans une démarche de créer une nouvelle civilisation qui est celle que nous voulons le plus vite possible. Alors, c'est la conclusion que je tire rapidement en vous disant regardez l'article que j'ai mentionné et qui se trouve maintenant sur notre site lié à la conférence d'aujourd'hui sur la façon d'agir ou des exemples de services. Je vous réfère à cet article-là d'une part, et je vous réfère évidemment aux articles de la revue Partage international et de vous abonner à cette revue si ce n'est pas déjà le cas.
et enfin, évidemment, de vous tremper dans l'expérience de ces solutions-là pour les faire vôtres et les promouvoir en question pour hâter le changement qui est nécessaire. On pourrait en dire plus, mais le temps passe. Alors, je m'arrête ici et je vais regarder vos questions en quelques minutes et on pourra conclure par la suite pour la suite des choses. Alors, on va vous laisser sur l'affiche pendant que je vais lire vos questions sur la fiche qui correspond aux références à apporter l'information que j'ai maintenant pour cette période de questions. Alors, je prends un instant pour lire vos questions et je vous reviens. Alors, je vois vos commentaires et je vous en remercie. Effectivement, il y en a qui nous suggèrent effectivement de se prendre en main et que le transfert des pays occidentaux au travail fait maintenant en Chine fait qu'il y a une pollution qui est maintenant en Chine, mais qui est dans le fond à l'origine du transfert. Et je suis d'accord avec vous. Je lis autre chose. Alors, effectivement, certains font référence au sondage dont j'ai parlé tout à l'heure en disant on connaît les changements, on connaît les intentions des gens, mais les gens n'agissent pas en plus des gouvernements. C'est exact que vous confirmez ce que je mentionne. Je vous remercie de ces commentaires-là. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Et surtout que maintenant, vous avez l'énergie de la volonté qui est là pour vous en servir. Et l'idéal, ce serait de travailler en groupe pour établir ensemble des moyens d'action. Et par exemple, démarrer des pétitions et de les envoyer. C'est là un moteur qui est souvent important. Des organismes au Québec, par exemple, comme Équiterre, nous proposent ces pétitions-là, nous proposent de participer à leur action. Ce serait une façon d'agir aussi en matière d'environnement. Je lis autre chose. Effectivement, l'argent, un autre commentaire dit l'argent contrôle bien des choses. Évidemment, c'est un bon exemple de ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis où on permet à tous, donc particulièrement les entreprises, les grosses entreprises, de financer la politique. Et effectivement, on voit qu'ils sont très bien influencés et que, compte tenu qu'ils sont perpétuellement en élection, ils ont besoin d'argent et que finalement, ils reflètent les valeurs de la grande entreprise et non pas les valeurs du peuple qu'ils sont censés représenter. Alors, je pense qu'on est unanime, vos commentaires avec ce que je vous ai proposé. Alors, on va continuer pour Claire en vous présentant la fiche qui a... bon, ça ne sera pas long. Bon, voilà. Alors, certains livres d'Alice Bailey, certains sont déjà là. J'ai parlé de plusieurs articles de la revue internationale, la revue Partage international. Alors, vous avez les références là maintenant. Mais ce qui est intéressant, et je vous invite à regarder certains sites web qui ont inspiré et auxquels vous pouvez vous abonner pour en savoir vraiment davantage. Ces organismes-là qui sont présentés là sont à l'origine de plusieurs pétitions mondiales. C'est intéressant de le faire, ou nous réfèrent à certains articles ou auteurs très inspirants. Encore une fois. Alors, je vais laisser la fiche une bonne minute pour que vous puissiez noter ces références-là au site web. Et enfin, évidemment, vous avez tous les documents de soutien qui sont sur notre site en regard des conférences qu'on vous a présentées depuis le début du mois d'octobre dernier et toutes les autres conférences aussi qu'on vous a présentées. Vos commentaires que vous pourriez nous envoyer suite à tout ça pourraient nous inspirer pour la suite de nos conférences qu'on désire faire dès le début de l'année prochaine, on verra. Vos commentaires donc et suggestions seront les bienvenus. Vous pouvez le faire sur le site partageinternational.ca, qui est le site au Québec. C'est là que je pourrai les lire et puis vous répondre et puis m'inspirer pour les prochaines rencontres.
Il y a tant à dire. Il est certain qu'on ne peut pas toucher à tout. Vos lectures seront bienvenues. C'est une discipline que je vous invite à accepter afin qu'on puisse effectivement travailler avec une plus grande connaissance acquise pour pouvoir bien présenter des démarches qui sont de plus en plus nécessaires. L'opinion publique est importante maintenant. Une autre fiche maintenant qui concerne la revue Partage. Je vous l'ai mentionné, c'est important de vous abonner. Ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le faire de deux façons, par notre site et également le site en Europe, partageinternational.org. Et je note un commentaire qui m'a été apporté où sur ce dernier site-là, partageinternational.org, vous avez référence à toutes les revues, les numéros anciens. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez voir les articles dont j'ai parlé d'il y a quelques numéros, vous pourrez les retrouver sur ce site-là. Alors, n'hésitez pas à le faire. L'abonnement, évidemment, ça vous permet d'avoir l'abonnement en format papier, mais vous pouvez également avoir l'information directement sur les sites web qui sont mentionnés ici. Et enfin, le Réseau Tara Québec vous remercie de votre participation. Nous sommes très heureux de votre fidélité. Nous espérons que vous en ferez part à d'autres personnes que vous savez pouvoir être intéressées à ça. Nous avons noté que nos conférences sont revues et il y a beaucoup plus de gens qui le voient en reprise plutôt que directement. Nous touchons déjà plusieurs milliers de personnes. Évidemment, nous souhaitons que ce nombre grandisse et c'est à vous que revient cette possibilité-là de faire connaître nos conférences et nos références aussi. Je pense que les livres d'Alice Bailey, entre autres, de même que ceux de Benjamin Crème, sont très inspirants, qui nous parlent d'actualité maintenant et qui, effectivement, peuvent nous inspirer pour notre propre démarche et au profit et à l'avantage de l'humanité, en appliquant, en connaissant les valeurs de l'ère du Verseau et pour créer carrément ce changement important que nous souhaitons tous. Une dernière chose, évidemment, on souhaite également que les maîtres puissent se présenter à l'humanité maintenant. Et c'est un désir que je veux partager avec vous en souhaitant la même chose et que nous puissions faire une évocation de cette présence pour rater cette venue. Nous sommes un petit groupe qui participons à ce travail-là. Et il y a mon assistante Pierrette Joannis qui s'est occupée des fiches et de toute la matière du travail qui est présent dans le cadre de la présentation. Nous avons notre webmaître, M. Martin Payette, qui travaille depuis des dizaines d'années à tout cela et qui est le webmaître du réseau de Tara Québec avec notre site partageinternational.ca qui met en onde actuellement sur toutes nos conférences sur Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez les revoir en reprise. Alors, je remercie ces personnes pour leur collaboration. C'est maintenant le moment de vous laisser. Je rappelle mon nom, Christian Tremblay. Ça me fait plaisir d'être avec vous et au plaisir de se revoir et de recevoir vos suggestions. Portez-vous bien. Au revoir.